Bonjour, Général Dominique Trinquant. Bonjour. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Lundi, Emmanuel Macron était à Washington. On a vu les images pour rencontrer Donald Trump. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette visite, de cet échange? Est-ce que, d'abord sur la forme et le fond, est-ce que ça a été utile ? Alors c'est utile et c'est toujours utile de se déplacer pour essayer de convaincre. Le président l'avait fait, on lui a beaucoup reproché avec M. Poutine juste au début de la guerre. Là, avec le président Trump, c'était utile puisque depuis un mois, on assiste à un grand bouleversement. Ce que j'ai retenu, le premier point, c'est que c'est assez étonnant de voir combien le président Macron, qui a un peu perdu la main sur le territoire national, à l'international est attendu. Et il n'a pas de mandat, puisqu'il n'est pas président, mais il y est allé pour représenter les Européens. Avec la particularité de la France, puissance dotée, comme on dit, nucléaire, donc qui a un rôle particulier, membre permanent du Conseil de sécurité. D'où ce rôle de leader. Voilà, exactement, et qui a été toujours à l'initiative de l'Europe, de l'OTAN, etc. Donc, et puis, plus vieil allié des États-Unis. On faut rappeler que c'est un des rares pays. Il a parlé de Lafayette. Exactement. Donc c'était intéressant de le voir arriver là et de voir comment le président Trump réagissait. Ou les non-dits, ou les... Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir vu finalement deux nageurs, chacun dans leur couloir Alors oui, vous avez raison. Le président Trump ne pense qu'à une chose, c'est les finances. Se faire rembourser de ce qu'il a fait. Oui, en ayant des businessman. Voilà, exactement, en ayant des chiffres parfois qui nous paraissent abracadabrants, mais peu importe, il veut se faire rembourser. Et c'est ça qui compte. Et donc l'accord qui, semble-t-il, vient d'être annoncé, oui. Voilà, avec les Ukrainiens, est quelque chose d'intéressant. C'est intéressant de noter que le soir même, à 23h, le président Poutine s'est cru contraint de faire une conférence de presse pour venir en réponse à cette conférence dans laquelle il proposait aussi des terres rares au président Trump. Oui, comme une sorte d'orchestration finalement entre Washington et Moscou. Exactement. Et le président Macron, de l'autre côté, lui, faisait de la géopolitique, rappelait l'essentiel, c'est l'Ukraine qui a été agressée, que les Européens donnent de l'argent, n'en prêtent pas comme les États-Unis, enfin de rappeler un certain nombre de choses, alors très difficiles. De rappeler aussi que c'est la Russie qui a agressé, qui a déclaré la guerre à l'Ukraine. Des mots, très peu de mots, comment dire, sympathiques pour l'Ukraine et Zelensky. Enfin, on le savait déjà, mais en ce jour de lundi, c'était les 3 ans de la guerre. Oui, alors ce qu'il y avait d'inquiétant, je trouve, mais depuis plusieurs semaines, c'est la tournure du langage de M. Trump. C'est-à-dire le fait qu'il chausse les bottes, si j'ose dire, de Poutine. Il prend exactement... Les mêmes termes ? Les mêmes termes. Et ça, c'est très inquiétant. On se demande jusqu'à quel point il n'est pas tenu par les Russes. C'est un revirement, parce qu'avant finalement, avant l'investiture, quand il a rencontré Zelensky à Notre-Dame, c'était le 8 décembre dernier, il était plutôt aimable de mémoire, non ? Mais avant les élections, le sujet, c'était l'élection. Et il faut rappeler qu'aux États-Unis, la Russie n'est pas très bien vue. C'est un ennemi constant, historique, et donc il fallait peut-être pas aller au point où il en est aujourd'hui. Donc en bref, cet exercice de lundi, extrêmement difficile, mais qui servait, je pense, à rappeler la position des Européens, de tous les Européens. D'ailleurs, il a fait une conférence de presse, je crois, aujourd'hui, pour débriefer les choses. Oui. Le Premier ministre britannique, avec sa Special Relationship, va en mettre une autre couche, si j'ose dire. C'est jeudi, c'est demain, jeudi. Je crois, oui. Donc, tout ceci est intéressant pour marquer la position des Européens. Est-ce qu'il y a eu vraiment des engagements ? Bien sûr, non. Est-ce qu'il y a eu des changements de position ? Un petit peu. Les Européens, par la voix du président Macron, a dit « Nous sommes prêts à mettre sur la table des troupes qu'on enverra en Ukraine pour garantir ». Et là, le président Trump a dit « Mais j'en ai parlé à Poutine et il est d'accord ». Moi, je n'avais pas vraiment compris ça du langage du président Poutine. On verra si c'est un sujet sur lequel M. Trump va poursuivre. Est-ce qu'on a affaire à un poker menteur ou à des réalités ? Parce qu'effectivement, le président Macron parle de garantie de sécurité, mais c'est encore très flou, non ? Ah, mais c'est très flou parce que, en fait, la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas de négociation encore sur l'Ukraine. La réunion qu'il y a eu à Riyad entre les États-Unis et la Russie, c'est comment on remet en place des relations entre Washington et Moscou. C'est tout.
sur l'Ukraine, il n'y avait pas grand-chose. Et ça n'a pas vraiment commencé. Alors, M. Zelensky doit venir à Washington, semble-t-il, vendredi. Donc, on verra, après la signature de ce fameux accord, ce qui va se passer. C'est un accord commercial. Hein. C'est un accord totalement commercial, mais c'est par là qu'il faut commencer avec M. Trump. Si vous ne commencez pas par le commerce, ça ne l'intéresse pas. Oui, c'est-à-dire il faut adopter son langage, c'est-à-dire c'est d'abord celui d'un businessman, c'est ça? Oui, bah, tout à fait, mais la négociation, c'est comme ça. Quand on va négocier, on vient avec ses points de vue, mais on écoute le point de vue adverse et on adapte son langage au point de vue adverse. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc je crois qu'on n'en est pas, on n'est pas au bout. D'ailleurs, on parle maintenant de négociations qui vont durer plusieurs semaines. Vous évoquiez le revirement de Trump et des termes que le président américain reprend au discours officiel russe. Il y a eu un vote aussi à l'ONU, à l'Assemblée et au Conseil de sécurité, où Russie et États-Unis et Russie ont voté pour refuser de soutenir l'Ukraine aux côtés de la Corée du Nord, du Soudan, de la Biélorussie. Ça, c'est un revirement historique, vous diriez ? Oui, alors, il faut bien regarder de près aux Nations Unies, l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité. Oui. Et il y a eu 2 votes. Et à l'Assemblée Générale, il faut voir que c'est non seulement, bien sûr, le vote dont vous parlez des États-Unis, mais le vote pour soutenir l'Ukraine, par rapport au vote qui avait eu lieu l'année dernière, à la même date, de 2 ans de la guerre, le vote de soutien à l'Ukraine a perdu 50 pays. Colossal. C'est-à-dire qu'il y a une majorité, aujourd'hui, qui dit la guerre doit s'arrêter. Bon, ça c'est le vote à l'Assemblée Générale. Le vote au Conseil de Sécurité est encore plus intéressant pour la position des Européens. Parce qu'il y a eu un vote présenté par les États-Unis dans lequel on ne parlait plus du tout de l'intégrité territoriale ukrainienne. Et les Européens se sont abstenus. Ils auraient pu mettre leur veto. Ils se sont abstenus. Et donc, pour moi... Quelle est votre analyse ? Mon analyse, c'est que ce qu'on n'ose pas dire pour ne pas faire de peine aux Ukrainiens, c'est qu'on a abandonné l'intégrité territoriale ukrainienne. Les 20% de territoires occupés par les Russes en Ukraine vont rester russes, c'est ça? C'est la position actuelle. Alors, il faut simplement rappeler que les Russes, pour l'instant, n'occupent pas encore complètement ces territoires, qui avaient été... Parce que, vous savez, on parle toujours victoire-défaite. En septembre 2022, un petit retour en arrière, le président Poutine a annexé les 4 oblats en Ukraine. À l'époque, il les occupait. Il était même de l'autre côté du Dniepr à l'époque, en septembre. Et puis, il a dû reculer devant une offensive ukrainienne. Et depuis, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à reconquérir ce territoire. Donc, d'une certaine façon, quelles que soient les négociations qui vont avoir lieu, les Russes ont échoué à annexer l'Ukraine. Les Ukrainiens échouent à reconquérir le territoire. Qu'est-ce que gagnent les Russes? De dire, les 4 territoires en question, ils sont russes, on ne discute plus. Qu'est-ce que gagnent les Ukrainiens? Nous restons indépendants et nous avons ouvert le chapitre Union européenne avec lequel nous allons travailler. Et c'est là qu'est le sujet. Et c'est là qu'est la prochaine offensive de M. Poutine, qui est de déstabiliser l'intérieur de l'Ukraine, dans un premier temps en disant Zelensky n'est pas représentatif, donc passons à d'autres élections, et pour passer à d'autres élections, on va passer avec la manœuvre bien connue des Russes, de désinformation, d'utilisation du cyberespace pour essayer d'enfoncer un coin dans la société ukrainienne. Et c'est ce combat que nous devons mener dès aujourd'hui. Et comment on le mène, ce combat? On le mène en créant une armée européenne? Alors, premier point, aujourd'hui, le combat, il est cybercommunication. C'est-à-dire en déjouant les pièges tendus par les Russes, qui, au passage, achètent des pages de publicité chez Meta, vous voyez, et qui arrosent donc il est d'abord sur le plan de l'information, désinformation. Exactement, parce que là, le combat, il est ouvert. Il est ouvert en Pologne, il est ouvert en Roumanie, en Moldavie, tous ces pays, dans les pays baltes. Donc, il faut mener ce combat. Et il faut se préparer. Et là, je reviens à votre point sur l'accroissement des dépenses européennes, et singulièrement de la France, pour avoir des moyens plus forts. Mais je le dis souvent, ces moyens plus forts, ce n'est pas pour se battre, c'est pour être dissuasif. Le président Poutine, aujourd'hui, avec son armée, n'a pas réussi à envahir l'Ukraine. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, il arrive à envahir le reste de l'Europe? Évidemment non. Donc il va chercher à déstabiliser
nos systèmes démocratiques. Ce qui est déjà à l'œuvre depuis quelques années. Hein, quand même. Mais il va l'essayer au cours des prochaines élections. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il va continuer à augmenter son potentiel militaire, surtout s'il y a un cessez-le-feu en Ukraine. Aujourd'hui, il a un manque de chars, manque de personnel, etc. Il va remonter en puissance tout ça. Et nous, il faut qu'on fasse la même chose pour dire dans 4 ans, dans 5 ans, regardez, n'essayez pas ce que vous avez essayé en Ukraine. Pour se faire respecter. Il faut se faire respecter, exactement. Alors, l'avantage, si je puis dire, de cette situation qui est quand même assez grave, c'est qu'on voit une recomposition européenne autour de cette thématique de se défendre, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, qui désormais, avec le nouveau chancelier, un changement de pied, qui parle de capacité de défense européenne autonome, de priorité absolue, de se préparer au pire scénario en créant une défense européenne autonome. Oui, alors je reviens sur la réunion de lundi. Légitimité du président Macron, c'est qu'il le dit depuis le début. Oui. Il le dit, il y a eu le discours de la Sorbonne, il y a eu le sommet de Versailles en 2022, tout de suite après le début de la guerre, où la France présidait l'Union européenne pour dire « réarmons-nous ». Et les 3/4 des pays européens vivaient sur un petit nuage en disant les Américains vont jamais nous lâcher, quitter. Quoi. Voilà. Et moi, je le disais avant l'élection de M. Trump, je disais, je souhaite qu'il passe. Non pas que j'aime particulièrement M. Trump, mais il va mettre un sérieux coup de pied aux fesses aux Européens, et c'est en train d'arriver, en plus avec le langage qu'il a. Et vous avez raison, il y a 2 pays particuliers qui sont des pays, l'un important dans l'Union européenne, l'Allemagne, qui vient de voter avec un chancelier qui parle même de la dissuasion nucléaire française qui pourrait s'étendre à l'Allemagne. Il saisit au bon la balle que le président Macron avait lancée il y a quelques mois. Et puis le Royaume-Uni, qui est malheureux comme tout d'avoir fait le Brexit, enfin c'est leur choix, on ne revient pas là-dessus, mais qui sur le plan de la défense a toujours eu des liens particuliers avec la France, en particulier avec le Lancaster House Agreement, qui a été passé il y a 10 ans, c'est-à-dire qui est un accord bilatéral entre le Royaume-Uni et la France pour monter une force expéditionnaire bilatérale. Et avec les Britanniques, j'ai été formé beaucoup chez les Britanniques. En Yougoslavie, en 95, je faisais partie d'une brigade franco-britannique. On est capable de faire ça par un claquement de doigts. Là, simplement, il faut actualiser les choses et peut-être l'adapter à ce qui est proposé, un futur déploiement d'une force européenne en Ukraine. Ce qu'évoquait Emmanuel Macron, c'est-à-dire une garantie de sécurité avec cette force européenne. Et puis il y a les autres armées européennes qui se préparent. Il y a le Danemark aussi qui a voté 6,8 milliards supplémentaires. La Pologne, je crois que ses dépenses, enfin son investissement, son budget, 4,5%. 4,5%, presque 5%. Quand nous, la France, on est à combien autour de 3, c'est ça 2,1. Mais méfions-nous de ce qu'on dit à propos du pourcentage du PIB, parce que tout est fonction du PIB naturellement. Bien sûr. Et 2,1% du PIB français, ça fait 50 milliards, plus de 50 milliards. Oui. 4,5% du PIB polonais, ça fait 40 milliards. Donc vous voyez, 10 milliards de moins. Donc il faut se méfier de ces chiffres. Mais vous avez raison, les Européens globalement ont décidé d'investir beaucoup plus dans leur défense. Ce qui était demandé par M. Trump, et il avait raison. Aujourd'hui, la question, c'est non seulement d'investir plus, mais d'être autonome. Alors autonome, ça veut dire c'est la question industrielle, c'est ça ? Exactement. Je vous donne un exemple. Dans les avions, vous savez, il y a le F-35 américain qui a été acheté par beaucoup d'Européens. Il y a le Rafale français qui est autonome. Et par exemple, vous avez le Gripen suédois qui marche à l'export également. Eh bien, pour exporter, les Suédois sont obligés de demander l'autorisation aux Américains, parce qu'il y a un moteur américain de General Electric. Donc c'est ça, il faut s'affranchir de ça. Il faut s'affranchir de ça pour ne pas être sous les fourches caudines des décisions américaines. Alors, on parle de l'Ukraine, on parle des États-Unis, de la Russie, mais finalement, c'est pas tellement le sujet, l'Ukraine. Enfin, si ce n'est que, oui, c'est intéressant pour Trump de récupérer, comme c'est sa vision, son investissement avec ses minerais stratégiques qui sont importants, notamment en ce qui concerne tout ce qui est batterie électrique. L'ennemi, c'est la Russie, et c'est ça, en fait. C'est parler avec Moscou, sortir Moscou du giron de Pékin. C'est ça, la stratégie, à plus long terme ?
Ça dépend si vous parlez des Américains ou des Européens. Je parle des Américains. Alors, les Américains, eux, l'ennemi majeur, c'est bien sûr la Chine. Et d'où ce rapprochement avec Moscou, qui est spectaculaire. Mais qui est illusoire, qui est totalement illusoire. Pourquoi illusoire? Parce que les deux régimes russes, donc M. Poutine, et la Chine, sont tellement proches. Ce ne sont pas des régimes démocratiques, à l'évidence. Sur le plan idéologique. Qu'est-ce que deviendront les États-Unis dans 4 ans? J'allais dire même dans 2 ans, les midterm elections. On voit qu'il y a Alors, les démocrates sont complètement... absents, quand même. Totalement absents. On n'a pas entendu Hillary Clinton, Barack Obama... Totalement absents à ce niveau-là. Maintenant, dans les États... Est-ce que lorsqu'il y aura des élections de midterm, il n'y a pas une bascule? Parce que la majorité totale, actuellement républicaine, elle est fragile quand même. Hein. Donc, pour revenir à l'affrontement Chine, Russie, États-Unis, je pense que M. Trump a tort de se faire des illusions sur le fait qu'il va le séparer de la Russie de la Chine. Les régimes sont trop proches et donc ils ont trop de points communs. Ils ont un point commun majeur, évoqué par M. Poutine en 2007 à Munich, au Forum sur la sécurité, c'est arrêter l'unilatéralisme américain, arrêter la puissance américaine. Et ça, c'est un objectif commun. Donc comment voulez-vous que M. Trump, quand on énonce ça, puisse obtenir l'accord de la Russie contre la Chine, alors qu'ils ont même objectif stratégique, qui est que les États-Unis ne doivent plus être les gendarmes régents du monde. En attendant, la Chine, ces derniers jours, a plutôt une position attentiste et regarde et plaide pour la paix. Hein, mais sans trop comme se mouiller, d'habitude, le yin et le yang, si vous voulez, pas d'affrontement. Les Chinois ne sont pas sur l'affrontement. Puis, ils ont une position très différente vis-à-vis de la Russie. Pourquoi? Parce que les Chinois ont besoin des marchés américains et européens. Ils ont besoin de faire des deals avec nous aussi. Parce que l'usine, si elle tourne à vide, ça ne va pas durer longtemps. Donc, ils ont besoin de faire des deals. Alors que la Russie, avec les États-Unis, mis à part les terres rares, mais si M. Trump récupère celle de l'Ukraine, aura-t-il vraiment besoin de celle de la Russie? Je n'en suis pas sûr. Mais la Russie a besoin de la technologie américaine pour développer son potentiel pétrolier, minier, qui ne fonctionne pas à plein aujourd'hui. Voilà, donc les rapports sont très différents. Allez, les prochains jours vont être forcément décisifs et on les suivra bien sûr sur le Figaro. Merci Général Dominique Trinquant d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci encore une fois d'avoir été avec nous.